Alors, j'inviterai maintenant Dr Anne-Marie Boire-Lavigne, gériatre au CSS. Médecin de famille. Ah, médecin de famille. Alors, on va revenir à sa présentation. Dr Boire-Lavigne, les gens peuvent lire votre biographie. Je vous laisse la parole. Alors, donc, ma présentation va porter sur un projet, moi, qui m'anime depuis plus de 20 ans maintenant, en VLI. Donc, un projet qui est celle d'améliorer la concordance entre le projet de soins du patient et les décisions de soins qui sont mises en œuvre en contexte de maladies graves et de fin de vie. Alors, vous parlez des 3 instants critiques qui m'ont motivée, en tout cas qui demeurent gravés dans ma mémoire et que j'ai vécu pendant ma résidence en médecine de famille à la fin des années 80. D'abord, je faisais un stage aux soins intensifs. Il y avait une dame qui souffrait d'insuffisance cardiaque dans la terminale. Et c'était très clair pour moi que cette patiente-là allait décéder, quand, difficile à dire, une journée, 2 jours, une semaine, mais qu'elle n'allait pas s'en sortir. Puis j'étais très étonnée qu'on ne prépare pas la famille, parce que de la manière dont ça allait se passer, pour la famille, ça aurait été un tout ou rien. Elle est vivante, elle est morte. Pas de chemin pour faire le sens par rapport à cet événement-là. Donc, j'en ai parlé à mon patron qui m'a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison. On a rencontré la famille, fait venir le prêtre. » Quand je suis arrivée dans le poste des infirmières, c'était la révolution. Tout le monde se posait la question « Mais ça se fait qu'elle rencontre la famille, pourquoi le prêtre est là? » C'est comme la révolution d'avoir fait ça. Alors, premier événement. Deuxième événement, c'était une dame, 50 ans, cancer du sein, métastase au foie, une métastase unique. Premier pronostic, 6 mois à 1 an, qui fait un infarctus aigu à 2 heures du matin. J'étais résidente, c'est moi qui prends en charge. J'appelle le médecin traitant pour la faire entrer aux soins intensifs, puis il décide que c'était uniquement des soins de support sur l'étage, pas de soins intensifs. Donc, j'ai été confrontée à un abandon de soins ici. J'ai géré ça, j'ai trouvé une solution, mais c'est pour vous dire que j'ai été confrontée à ça, sans discussion avec la patiente qui voulait vivre, qui avait encore 6 mois, 1 an, moi je ne sais pas, peut-être des enfants de 16 ans chez eux à la maison. Donc, j'ai été confrontée à ça. Troisième événement, j'étais résidente, patient, 80 ans, cancer du poumon, qui rentre pour investigation. Je me disais, ce monsieur-là, gravement malade, ça serait pertinent qu'on discute de la question de la réanimation cardio-respiratoire. Sauf que jamais personne ne m'avait parlé de ça. Personne n'avait enseigné comment on faisait ça, mais j'y voyais une pertinence. Je l'ai fait, mais je me suis sentie petite dans mes souliers. Alors, je me suis dit, non, moi, je veux améliorer ça. Il faut que ça s'améliore, cet aspect-là des prises de décision en contexte de famille. Ce qui a fait que j'ai fait des études en éthique et qui a abouti même à faire un PhD dans le domaine et de la recherche. Et mon projet de recherche a porté vraiment sur vouloir comprendre comment se construit une prise de décision de soins en contexte de fin de vie. Et ce qui m'a amené à construire un modèle complexe de la prise de décision de soins. Après ces travaux de recherche, j'ai été plus au niveau du transfert des compétences, c'est-à-dire j'enseigne maintenant à l'Université de Sherbrooke, je pratique aussi, je suis médecin de famille, je travaille en soins de longue durée, et beaucoup impliqué aussi en formation médicale continue, et je vais vous parler de quelques projets, et je vais conclure la présentation sur des enjeux issus de cette expérience-là. Donc, je reviens sur mon projet de recherche, modélisation complexe d'une prise de décision de soins en fin de vie. Vous dire que quand j'ai fait ma revue de littérature avant de faire mon projet de recherche, ce à quoi j'ai été confrontée, c'est comment on avait une perception très morcelée de comment se passe une prise de décision. Une conception qui me permettait de tout voir ce qui était en jeu, ça n'existait pas. Et moi, je suis un être qui a besoin de comprendre dans la complexité. C'est mon rapport au monde. Je dis, on va faire ça dans cette lignée-là. Alors moi, j'ai travaillé à partir des travaux d'Edgar Morin, Jean-Louis Lemoine, et comprendre une prise de décision, ça implique nécessairement de devoir comprendre dans l'environnement dans lequel se passe cette prise de décision, les acteurs qui y sont impliqués, toutes les pratiques impliquées, les projets qui animent tout le monde et comment ça évolue dans le temps. Donc, c'est à partir de ces paramètres-là que j'ai fait une recherche basée sur de l'observation directe de prise de décision et des entrevues avec les acteurs. Alors, je ne passerai pas à travers le modèle, ce n'est pas le but vraiment. Ce que je voudrais, c'est souligner, c'est en rouge, c'est les petits cercles rouges,
c'est souligner des points qui ont été assez importants et qui finalement vont avoir de l'impact au niveau du transfert des compétences. D'abord, au niveau projet collectif, ce qui est frappant, c'est comment les philosophies de soins qui existent dans les milieux de soins, les unités, ont des impacts importants sur comment vont se dérouler les prises de décision. Alors que ce soit des philosophies de soins, par exemple, en courte durée, très à visée curative, où il n'y a pas d'espace pour le mourir, mais inversement, moi j'ai vécu en soins de longue durée des milieux de soins où la philosophie, c'est comme tout le monde devrait être en soins de confort. Hein? Peu importe finalement la clientèle, la diversité, c'est comme tu es en soins de longue durée, soins de confort. Okay? Donc, on doit gérer aussi ces philosophies de soins qui existent dans les milieux. Les politiques institutionnelles, on en a parlé tout à l'heure, les échelles de niveau de soins. Selon la formulation même de l'échelle de niveau de soins, il y a des échelles très techniques, très axées sur qu'est-ce qu'on met en œuvre, la réanimation, les soins intensifs, l'intubation, et d'autres davantage axés sur des objectifs de soins. Ça a un impact sur comment va se dérouler la prise de décision. Un autre aspect qui est ressorti très important, c'est comment chaque acteur qui est impliqué dans la prise de décision a ses propres projets individuels. Et ça, c'est important d'être conscient de ça, que ce soit comme professionnel de la santé, mais aussi d'être conscient que mon patient a ses propres projets, sa famille a ses propres projets, et que quelque part, c'est un peu une boîte à surprise. On ne peut jamais vraiment savoir sans avoir été à la rencontre des personnes et de chercher à comprendre les projets que souhaitent mettre en œuvre les différentes personnes. Et ça amène, je ne sais pas s'il y a un... Ouais, voilà. Et ça amène à cet élément-là, en situation de prise de décision, on est confronté à de l'imprévisibilité. Et nécessairement, parce qu'on est plusieurs, il va y avoir de l'incompréhension, il va y avoir des divergences, et c'est normal, et de possibles conflits. Au niveau des pratiques, quand on parle de prise de décision, c'est assez connu. Comment se prend une prise de décision? D'abord, comprendre un problème, concevoir un plan d'action, choisir par rapport aux différentes alternatives. Ça, c'est assez classique. Mais au niveau de la prise de décision, moi, ce qui vraiment est ressorti à travers le processus de recherche, c'est comment tout le travail de soutien au fait d'être plusieurs personnes à prendre la décision était crucial. Et en particulier, moi, j'ai étudié des situations où c'était le représentant qui prenait la prise de décision. Comment le médecin s'assure de la participation du représentant, qui participe activement. Comment on s'assure qu'on se construit une compréhension commune et du problème, et des objectifs, et des moyens à mettre en œuvre. Et aussi toutes les stratégies de gestion des divergences est très importante, et l'aspect de la relation de confiance. Un autre élément qui est ressorti à travers la recherche, toute l'importance de comprendre qu'une prise de décision, ce n'est pas un petit événement comme ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans l'histoire de vie d'une personne, dans plusieurs événements de santé, et la prise de décision peut avoir lieu à différents moments et être récurrente, et en fait même les prises de décision évoluent dans leur forme, que ce soit lors de rencontres avec le patient ou la famille, et on prend une décision. Ensuite, c'est versé au dossier. C'est une autre forme de décision. Pendant ce temps-là, il y a des événements qui courent, on réfléchit, on peut évoluer, il peut y avoir des événements qui surviennent et on refait le processus comme ça à plusieurs reprises. Donc, l'aspect du temps est très important. Donc, à partir de ça, moi, j'ai pu travailler sur l'élaboration de compétences à développer chez le professionnel pour améliorer ses prises de décision. À l'Université de Sherbrooke, ça a été intégré dans le cours de communication médecin-patient depuis 2006. C'est fait en 2e année. Et les outils d'apprentissage sont disponibles si vous les souhaitez, juste m'envoyer un petit courriel à mon adresse courriel à l'Université de Sherbrooke. Alors, on a construit une séquence de négociation. C'est vraiment un tableau explicatif qui vraiment découpe tout le processus de communication avec le patient ou la famille, avec des situations de jeu de rôle, 3 mises en situation. On a une version patient, une version médecin pour faire le jeu de rôle. Et on a intégré également différents types
d'apprentissage en éthique qui sont des préalables à pouvoir réaliser ce type de prise de décision. Un autre projet sur lequel j'ai travaillé au cours des dernières années est le projet Partenaire jusqu'à la fin. Alors, c'est une initiative de plusieurs institutions partenaires, dont l'institution où je travaille, mais l'Institut de cardiologie de Montréal, je pense entre autres au docteur Annie Dor, à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, avec Paul Lebel, il y a Yvette qui est ici, qui a travaillé sur ce projet-là, le Centre de pédagogie appliquée des sciences de la santé de l'Université de Montréal. En fait, on a travaillé à définir les compétences visées chez le médecin et l'infirmière en regard de la détermination d'un niveau de soins. Il y a un scénario qui a été élaboré et on a créé une vidéo pédagogique qui a été lancée en octobre dernier. Et on est à mettre un point final sur l'atelier pédagogique, l'activité pédagogique ce printemps. Et cet atelier est une session d'apprentissage en petits groupes, 15 personnes, où on vise à améliorer donc les compétences nécessaires à la discussion du niveau de soins. On utilise le vidéo comme outil d'apprentissage et c'est de la discussion entre les praticiens, les professionnels de la santé pour vraiment induire un changement de pratique. Ce n'est pas juste des connaissances à acquérir, mais c'est vraiment par la discussion pouvoir parvenir à une transformation des pratiques. On procède à une diffusion élargie de cette formation à partir de l'automne 2012. Le processus qu'on souhaite favoriser, c'est de former des formateurs à l'échelle du Québec, dans chacune des régions, qui eux-mêmes vont pouvoir donner la formation dans les différents milieux de soins. Il y a déjà eu une première formation de formateurs en avril dernier. Une quarantaine de personnes y ont participé et dès cet automne, on va commencer les formations de formateurs dans les différentes régions du Québec. Ce projet-là aussi va être diffusé dans les 4 facultés de médecine du Québec, particulièrement pour les études postdoctorales, pour vraiment favoriser l'acquisition de ces compétences-là qui s'intègrent aux visées d'apprentissage qu'on a au postdoc, qu'on appelle les compétences CANMED. Ça touche plusieurs niveaux de compétences et donc on vise à également étendre cette formation-là dans les 4 facultés de médecine. Alors, je vous donne ici l'adresse, ou si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette formation, si vous voulez devenir formateur, participer donc à une des formations pour formateurs ou même faire bénéficier votre milieu de cette formation, alors vous vous adressez au Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé de l'Université de Montréal. Alors, facilement retrouvé, vous pouvez le retrouver sur Internet. Madame Christine Lamoureux, disons, est répondante de ce projet au CEPAS. Alors, des enjeux d'importance. Des enjeux de... On va prendre un peu plus de... Alors, toute cette expérience-là, puis ça fait tout de même donc, presque une vingtaine d'années que je m'intéresse au sujet, je vais faire ressortir certains points qui m'apparaissent très importants quand on parle de niveau de soins, de politique de niveau de soins. D'abord, un élément qui m'apparaît crucial, le point limite. C'est qu'avant qu'il y ait un niveau de soins, il faut qu'il y ait des professionnels de la santé qui réalisent que ça serait pertinent de discuter des objectifs de soins ou du niveau de soins avec un patient ou une famille. Et à mes yeux, c'est souvent l'élément crucial, surtout en courte durée. C'est sûr qu'en soins de longue durée, ça ne pose pas de problème puisque ça fait partie des pratiques attendues qu'il y ait un niveau de soins soit déterminé pour tout patient admis en soins de longue durée. Par contre, en courte durée, il n'est pas rare que la question de la cessation de traitement ne soit abordée que quelques jours avant le décès de la personne. Et pour réaliser la pertinence de discuter de l'orientation des soins en contexte de maladies graves, l'aspect de la collaboration interprofessionnelle, elle est cruciale. C'est pas rare que ce sont les infirmières qui sont le moteur de la prise de conscience que, oups, ça serait peut-être pertinent. Hein? On est peut-être en fin de vie. Ça peut être le médecin aussi. Mais souvent, moi, mon expérience, c'est que c'est souvent les infirmières
qui vont être un moteur dans cette prise de conscience-là. Mais ça peut être aussi d'autres professionnels de la santé. Madame Soui, c'est ça. Parce que j'ai travaillé avec, par rapport à d'autres projets dans ce sens-là, où je me rappelle très bien que ça peut être dans l'organisation des soins, c'est le préposé aux bénéficiaires qui discute avec le patient, puis que le patient il exprime des choses, puis là, il faut que ça suive toute la chaîne de communication pour que ça remonte jusqu'au médecin pour permettre une discussion sur le sujet. Un autre élément qui est très important à cet égard-là, et ce que je tiens à souligner, c'est que si le médecin n'est pas impliqué en finale, ça ne donnera pas de résultat. Il y a une grosse étude qui est Support qui a démontré ça. Ah, c'est ça, c'est je vous cherchais. OK, bon. Alors, je vais aller très rapidement. Donc, sans le médecin, ça ne fonctionne pas. Il y a une infirmière clinicienne qui a été très impliquée pour discuter avec les patients des niveaux de soins aux États-Unis, faisait des notes, envoyait ça au médecin traitant, ça ne changeait rien. Tant que le médecin n'est pas impliqué, ça ne donnera pas de résultat. L'importance que c'est le projet du patient qui soit au cœur de ces prises de décision de soins. Et pour ça, c'est toute la question des habiletés de communication importantes à développer chez le professionnel de la santé quand on aborde ces sujets-là avec le patient ou son représentant. Moi, je trouve aussi toujours important, surtout si les décisions de soins risquent de ne pas faire sens à certains acteurs importants dans la prise de décision, de prendre le temps de faire le sens. Que ce soit des discussions au sein des équipes, avec les proches. Hein? Un patient veut quelque chose, mais la famille, là, ça ne fait pas de sens. Il faut prendre soin de ça, parce qu'après, ça peut faire des drames, ou en tout cas, ça risque de chier. Moi, je suis dans l'éthique préventive. Faisons sens, ça va bien. Et retenir qu'une échelle de niveau de soins, ce n'est qu'un outil de communication. C'est un outil. Hein? C'est comme un violon. C'est pas parce que c'est un violon que ça va faire de la belle musique. Hein? C'est un outil, on apprend à travailler avec ça. Donc, c'est un formulaire, c'est au dossier Youpi, ça peut assurer la continuité des soins. Faire des notes. Il faut écrire qu'est-ce qui a été discuté, pas juste un petit chiffre, mais vraiment expliquer l'orientation des soins qui est souhaitée. Et souvent, un patient ne veut pas juste une orientation. Des fois, c'est beaucoup plus nuancé. On va y revenir tout à l'heure. Je vais refaire une petite présentation. Je vais revenir là-dessus. Mais des fois, ça peut être un niveau de soins pour tel type de situation. Par contre, s'il se passe l'ACV massif, j'aimerais ça peut-être qu'on envisage des soins de confort. Donc, de tout mettre ça dans la formulation du niveau de soins. Alors, moi, je vais arrêter là. J'avais d'autres petites choses, mais...